Le design thinking, qu'est-ce que c'est? Il y a des designers en fait, qui sont partie prenante et c'est un process qui va permettre d'atteindre le Saint Graal, qui est de créer une expérience utilisateur. On parlait ce matin dans les tables rondes, on parlait peu de technologie en fait, on parlait beaucoup d'histoire, de scénarios, de rêves, de magie. On a même parlé de mots magiques, Shazam, qui permet en fait d'accéder à des services, des technologies. En gros, on sait ce qu'on sait faire, on sait ce qu'on doit faire pour avoir un produit innovant. On sait qu'on doit faire rêver l'utilisateur et lui proposer quelque chose de viable, fiable, etc. Mais comment le faire? Ça, c'est une autre histoire. Donc, la table ronde de cet après-midi, on s'était réunis, j'avais réuni des praticiens en fait, du design thinking pour expliquer ce qu'était cette méthode. Et cette méthode, en fait, c'est de dire entre les contraintes économiques, de business, entre les contraintes de la technologie, des roadmaps de ces technologies, d'un niveau de fiabilité, comment on réintroduit l'utilisateur final et la notion de désirabilité. L'envie qu'il va avoir d'accéder à votre service plutôt qu'à un autre, d'utiliser votre produit plutôt qu'un autre. Donc on était à cette table ronde 4 personnes. Donc, on va commencer par les intervenants, donc Jean-Philippe Blanchard du Crédit Agricole, qui présentait un projet d'open innovation, donc coopétitif entre des banques et assurances issues du Club Altran pour l'innovation dans la finance, et qui expliquait en fait en quoi ce process qui avait été mis en place sur des équipes multidisciplinaires qui commencent par observer des usages avec des équipes qui sont très mixtes avec des anthropologues qui vont aller observer en fait des utilisateurs. On ne part plus des segmentations marketing, on part vraiment de l'observation, d'interview d'un panel, des phases de créativité avec bien sûr le designer au centre, des phases de design qui proposent un certain nombre de services qu'il pense intéressant par rapport à ce qu'il a observé de l'utilisateur. Ce n'est pas l'utilisateur qui dit voilà ce que je voudrais, on l'observe et ensuite on revient vers lui pour lui proposer des services et voilà, créer ce souhait et montrer que le rêve qui a été exprimé peut se transformer en réalité. Moi-même je présentais un sujet qui est l'aéroport du futur, qui est un projet collaboratif que nous avons conduit avec EADS sur l'aéroport en 2040. Voilà. Alors, je crois que ce qui était intéressant, c'est que cette conférence, elle cassait un certain nombre d'idées reçues, comme par exemple que tout part de l'écoute du client et qu'il faut faire ce que le client demande. Là, dans l'approche design thinking, en fait, on s'aperçoit que ça part du rêve. Donc, un certain nombre de choses un peu déstabilisantes, comme la plupart du temps, les clients ne savent pas ce qu'ils veulent. Donc, ce qui est important également, c'est de laisser sa chance à la part de rêve et de laisser les gens un petit peu rêver sur à quoi ressemblera demain. Et ensuite de mettre en place les contraintes qui peuvent provenir du marketing ou de la technologie, mais de ne pas poser les contraintes marketing ou technologiques comme étant un préalable. Donc commençons par rêver, et puis ensuite on réintroduit les contraintes. Alors ça rappelle un des exemples qu'on a montré également aujourd'hui, qui est l'avion du futur présenté par Bertrand Piccard, qui s'appelle Solar Impulse. C'est un avion solaire qui vole la nuit. Cet avion solaire, tout le rend impossible, parce que normalement, quand on vole au solaire, on ne vole pas la nuit. Mais c'est parti du rêve d'un homme qui a dit « Comment est-ce que je peux construire un avion qui volerait tout le temps en produisant plus d'énergie qu'il n'en consomme ?» Et en partant de ce rêve-là, eh bien, on a réussi à construire un avion qui aujourd'hui n'a pas encore fait le tour du monde, mais qui est capable de voler et d'introduire de nouvelles technologies et de penser différemment l'aviation. Voilà, donc c'est tous ces exemples-là que le design thinking nous a amené à pouvoir montrer. Donc comment penser le futur de manière un petit peu différente. Et en introduisant une pluridisciplinarité dans les études de nouveaux produits ou nouveaux services qui va au-delà de ce qu'on fait usuellement. Amener un ethnologue dans une étude sur un nouveau produit ou un nouveau service, observer, écouter justement ces rêves, c'est des process qui jusqu'à aujourd'hui n'existaient plus.
pas encore assez. Et puis tangibiliser en fait et rendre très concret. Donc les concepts d'aéroport du futur qu'on présente, il y a une vidéo à côté qui présente ces concepts que nous avons développés avec EADS, mais aussi avec d'autres parties prenantes, des gens des aéroports, des pilotes, des gens des compagnies aériennes, des personnes des compagnies de voyage, pour en fait et écouter aussi les utilisateurs, les regarder, observer leurs attentes. Et on a deux concepts d'aéroport pour 2040 qui sont très différents. Un qui est assez centralisé dans sa construction, un autre qui est complètement explosé, et une notion d'aéroport étendue, c'est-à-dire que le voyage ne commence pas quand on arrive à l'aéroport, il commence quand on part de chez soi. Et le rêve qui est que quand j'arrive à l'aéroport, il ne se passe que 10 minutes entre le moment où j'arrive à la porte de l'aéroport et le moment où je suis assis dans mon avion. Voilà, donc le design thinking, c'est justement partir de ça en se disant c'est forcément possible de le faire. Et si c'est possible de le faire, comment on le fait? Et donc après, on invente les solutions. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on arrive en effet à deux concepts qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Et on n'est pas capable de dire lequel est le meilleur. Aujourd'hui, on ne sait pas. Mais en tout cas, on sait qu'il y a deux voies possibles, différentes de la réalité d'aujourd'hui, de penser les aéroports pour demain. Le design thinking, c'est un mot qui a été inventé par Tim Brown, qui était le PDG d'IDEO. Et justement une des compagnies de consulting qui a intégré en fait des designers dans ses équipes le premier. Nous, on a réalisé cette intégration de designers dans l'équipe de consulting, management de l'innovation il y a 10 ans. Et ça a apporté en fait justement cette nouvelle culture. Alors qu'on est tous ingénieurs, donc avec ce côté technicité, et consultants avec ses contraintes business, organisation, management. Donc le designer a apporté chez tous cette part d'ouverture et de rêve. Et en fait, alors qu'au départ on pensait que ce serait du design de produit, c'est-à-dire le design du style, en fait aujourd'hui c'est le design comme un process et même le design comme une stratégie, même si c'est un grand mot, mais ça permet de trouver des champs d'exploration et de futurs possibles qui sont très différents, donc qui vont permettre au final une plus grande compétitivité, une plus grande différenciation. Je crois que ce qui est important, c'est ça le... Ce qui est important, c'est de dire que le design, c'est pas faire beau. Parce que généralement, on comprend designer, c'est quelqu'un qui fait un objet qui est beau. Non, là, c'est quelqu'un qui va designer un objet qui répond à une question qui a été posée. Donc c'est bien, c'est beaucoup plus complexe que simplement le fait que l'objet soit joli. Bien sûr, ça fait partie de la désirabilité, mais l'aspect esthétique n'est qu'un des aspects du travail du designer. Et donc en effet, nous, le design thinking, on l'intègre dans une démarche un petit peu plus globale qu'on appelle le management de l'innovation. Parce que finalement, ce n'est qu'une méthode pour manager son innovation. Il en existe d'autres.